Et bonjour et bienvenue sur CPO Talks, le podcast qui fera de vous un directeur achat ou au moins qui vous en donnera l'air lors de vos prochaines réunions. Quoi qu'il en soit, ce podcast regorge d'informations précieuses, vous êtes donc au bon endroit. Je m'appelle Hugo et je suis ravi que vous nous rejoigniez pour cet épisode questions-réponses sur la cybersécurité dans les achats. Donc on commence avec une première question de Léa qui nous dit: Merci pour cet épisode, je suis stagiaire, je commence tout juste à apprendre les achats. Mon travail est surtout administratif pour le moment. J'ai l'impression que la cybersécurité est un sujet prioritaire pour l'entreprise, mais que puis-je faire à mon niveau pour y contribuer au quotidien? Selon moi, pare feu humain. La chose la plus impactante que vous puissiez faire, Léa, c'est d'utiliser votre œil aiguisé. En fait, dans un rôle administratif, vous êtes la première ligne de défense. Donc portez une attention particulière à toute demande de modification des informations bancaires ou de coordonnées d'un fournisseur, par exemple. Vérifiez toujours si ces demandes sont légitimes de manière indépendante en appelant un contact connu et de confiance chez le fournisseur. Ne vous fiez jamais aux coordonnées fournies dans un email qui pourrait être suspect. Cette action simple peut prévenir une énorme fraude. Ensuite, on a Quantum Kill qui nous dit: quelles sont les 3 clauses cybersécurité principales dont j'ai absolument besoin et quels sont vos conseils pour amener un fournisseur à les accepter sans bataille juridique? Alors, je pense que vous pouvez réécouter attentivement l'épisode car je suis à peu près sûr que nous avons abordé ce point. Nous avons parlé de la responsabilité contractuelle, des notifications de violation, des assurances, des audits et ainsi de suite. L'idée principale, c'est de parvenir à un accord avec les fournisseurs grâce à la notion de responsabilité partagée. Marc, je suis apprenti aux achats, j'entends beaucoup parler de violation de données dans l'actualité, cela m'inquiète au sujet des informations que je partage avec les fournisseurs. Existe-t-il des types de données spécifiques qui sont considérés comme les plus sensibles et qui devaient être protégés en priorité? Excellente question. Alors pour moi, la définition de données sensibles, c'est ceux dont la divulgation ou l'indisponibilité peut sérieusement impacter l'entreprise. Ça peut inclure des données personnelles, des données type propriété intellectuelle, des stratégies, des contrats, etc. Une bonne façon d'identifier ces données sensibles, c'est de réfléchir aux conséquences potentielles d'une fuite ou d'une indisponibilité. Imaginons si vous étiez un concurrent, est-ce que ce document vous donnera un avantage? Bien sûr, vous devez toujours vous référer à la politique de classification des données de votre entreprise pour être sûr à 100%. Silestream nous dit: bonjour, nous sommes une petite entreprise manufacturière, nous commençons à élargir notre base fournisseur au-delà de la zone locale. Nous n'avons pas un grand service informatique ni un gros budget pour les logiciels sophistiqués. Quelles sont les méthodes gratuites ou peu coûteuses que nous pouvons utiliser pour évaluer efficacement les pratiques cyber d'un nouveau fournisseur? Alors, vous n'avez pas besoin d'un budget énorme pour commencer. Une conversation sur la cybersécurité avec un fournisseur potentiel, c'est gratuit. Vous pouvez également effectuer une recherche d'informations de base en utilisant un moteur de recherche pour vérifier toute violation de données passées, ou utiliser certains outils gratuits, même si j'en ferai pas la pub, pour voir si leurs domaines de messagerie d'entreprise sont répertoriés dans des bases de données publiques de violation. Commencer à faible coût et continuer de s'améliorer, c'est la voie aussi pour les petites entreprises. 80-20. S de la Roche, je suis actuellement étudiant en licence logistique et supply chain. Nous étudions les risques, mais la cybersécurité semble être un type de risque très spécifique. Quelle est la compétence la plus importante qu'un acheteur doit développer à cet égard? Pour moi, c'est de l'avoir toujours à l'esprit en tant qu'acheteur, donc d'intégrer cette sensibilisation cyber dans tout ce que vous avez appris en chaîne d'appro et en achat. À moins que vous ne souhaitiez vous spécialiser dans ce domaine, il n'est absolument pas nécessaire d'être un expert technique. Au lieu de ça, vous devrez comprendre que la cyber, c'est une partie fondamentale du risque. Et ensuite, votre curiosité naturelle, poser les bonnes questions, exiger des preuves et en faire un sujet régulier dans la relation de gestion fournisseur, ça fera l'affaire. Code Whisperer, je suis responsable des achats dans une PME. De plus en plus de nos fournisseurs utilisent l'IA dans leur système pour des choses comme la prévision de demande. Je m'inquiète de la sécurité de ces outils IA qui sont des boîtes noires. Comment commencer à évaluer les risques cyber de ces offres basées sur l'IA? Effectivement, évaluer la cybersécurité des outils IA est difficile car vous ne pouvez pas voir l'intérieur. Pour autant, vous pouvez vous concentrer sur les données d'entrée et de sortie et demander à vos fournisseurs quel type de données ils utilisent et quel type de données ils récupèrent, comment ils les protègent, comment ils s'assurent contre les fuites, etc. Il est probable d'ailleurs qu'un épisode complet sera consacré au sujet de l'IA. Message de Julian: mon entreprise a beaucoup de fournisseurs historiques et à long terme qui sont excellents en termes de coût, de qualité et de délai. Mais ils ne font pas partie d'un écosystème informatique sophistiqué. Ce sont des entreprises très analogiques. Lorsque nous essayons de mettre en œuvre de nouvelles clauses contractuelles plus strictes, nous rencontrons beaucoup de résistance. Comment aborder cet équilibre délicat consistant à sécuriser la chaîne d'appro sans aliéner des partenaires clés de longue date? C'est un défi classique en effet. Une informatique non sophistiquée n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, vous savez. Vous pouvez pas imposer de changement sans comprendre le contexte de vos fournisseurs, ça c'est sûr. Au lieu de ça, vous pourriez offrir une formation de base en cyber, proposer des incitations pour compenser une partie de leurs investissements en cyber, etc. À mon avis, il ne faut pas adopter une approche unique pour tous. Nova Explorer, nous sommes une grande entreprise multinationale avec une chaîne d'appro très diversifiée. Nos contrats sont très disparates. Quelle est la meilleure façon de normaliser nos exigences en matière de cyber pour l'ensemble de nos fournisseurs?
en particulier avec différentes réglementations et niveaux de maturité selon les pays. Alors là, c'est assez difficile de répondre sans connaître vos organisations. Une fois que vous maîtrisez les fondamentaux, tout est question de gestion de changement au sein de votre entreprise. De ce côté-là, je vais pas pouvoir vous aider davantage. Néanmoins, ça me fait penser que la normalisation des exigences pourrait faire l'objet d'un épisode dédié. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. The Pixel Smith, mon équipe et moi sommes constamment sollicités dans différentes directions. On s'attend à ce que nous gérions les coûts, améliorons la durabilité, soyons des experts en cybersécurité désormais. Comment un leader achat peut-il rallier son équipe et faire de la cyber une priorité sans les submerger de tâches supplémentaires? Alors l'objectif, c'est d'intégrer sans ajouter. Cela dit, ça serait un mensonge de dire que dans l'organisation, ça ne demandera aucun effort supplémentaire. Il faut que ce soit mesuré avant la mise en œuvre, intégré intelligemment, en douceur, dans la fonction, et que le fardeau soit partagé avec les autres fonctions pertinentes comme l'IT ou le juridique, que la valeur soit reconnue. Rien n'est gratuit. Thomas P, merci pour cet épisode instructif. Nous envisageons d'adopter la blockchain pour la transparence de la chaîne d'appro. Beaucoup de gens parlent de ses avantages en matière de sécurité. Pouvez-vous expliquer comment les caractéristiques de sécurité inhérentes à la blockchain peuvent être utilisées pour améliorer la fiabilité et l'intégrité des données et des communications fournisseurs? Ok, on a escaladé rapidement là. Donc la blockchain mériterait peut-être un épisode à elle seule. Moi, de ce que je comprends, les caractéristiques fondamentales, c'est-à-dire l'immuabilité, la transparence, la décentralisation, peuvent améliorer l'intégrité des données et fournisseurs. Une fois qu'une donnée est ajoutée, elle ne peut pas être modifiée, ce qui empêche un acteur malveillant d'altérer les enregistrements sans être détecté. La nature décentralisée rend également plus difficile l'exploitation d'un point de défaillance unique par une attaque. Mais la transparence a aussi ses inconvénients dans le monde des affaires. Peut-être il faudrait aborder le point des blockchains privées. Mais bon, pour aujourd'hui, je peux pas m'étendre plus sur cette réponse, peut-être dans un épisode dédié. Désolé Thomas. Ensuite, on a Charlie Papa Oscar. Notre entreprise investit massivement dans la transformation numérique, y compris l'automatisation de la sélection des fournisseurs. Nous parlons d'évaluer des milliers de fournisseurs potentiels par an, ce qui est impossible à faire manuellement. Quel type de solution basée sur l'IA existe pour nous aider à détecter les risques cybersécurité à grande échelle? En effet, des solutions basées sur l'IA arrivent sur le marché pour du screening fournisseur à grande échelle. Ça vient avec des inconvénients et des avantages que nous connaissons. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir promouvoir un outil commercial ou un autre ici. Comme j'ai dit dans une question précédente, si l'IA intéresse beaucoup, il est probable qu'il y aura un épisode complet dédié à ce sujet. Chloé R, nous sommes en train de procéder à un changement majeur de système ERP qui doit être migré d'ici la fin d'année. Ça signifie que nos données fournisseurs vont migrer d'une plateforme vers une autre plateforme. Quels sont les principaux risques de cybersécurité lors d'une migration de données à grande échelle comme celle-ci? En effet, je suppose qu'une migration à grande échelle est toujours un événement à haut risque. Ici, nous parlons d'un projet dont les achats ne sont pas leaders, donc connectez-vous avec l'équipe informatique et faites leur confiance. Anya Sokolov, votre point sur la gourmandise de données a vraiment trouvé un écho en moi. Au-delà de la simple protection de nos données, qu'en est-il du risque que les modèles d'IA soient empoisonnés de manière malveillante avec de fausses informations, ce qui pourrait nous amener à prendre de mauvaises décisions achats? Comment pouvons-nous même commencer à détecter quelque chose comme ça? Ok, bon, encore une fois, je pense que ce serait probable qu'un épisode complet sera consacré à l'IA. Votre message concerne une menace très avancée et difficile à détecter. Connectez-vous avec les équipes informatiques à nouveau et les experts en données de votre organisation. Et vous pouvez toujours réévaluer si nécessaire grâce à des audits, etc. Ce sont des outils appropriés entre vos mains dans de tels cas. Electromage, le concept de responsabilité partagée en matière de cyber est excellent en théorie. Et qu'en est-il lorsqu'une violation de données chez un fournisseur a un impact sur notre entreprise et qu'il refuse d'en assumer l'entière responsabilité, ni n'a pas les fonds pour couvrir les dommages? Quelles mesures juridiques et contractuelles pouvons-nous mettre en place pour garantir que la responsabilité ne soit pas qu'un simple mot? Alors, en premier lieu, il est état d'un litige juridique à discuter. Ensuite, une brèche contractuelle est une brèche contractuelle, qu'importe qu'elle soit liée à une fuite de données sensibles, à des dommages physiques, à de mauvaises livraisons d'articles ou de services, etc. Donc, connaissez votre contrat. Quelles sont les responsabilités définies pour chacune des parties? Y a-t-il des plafonds? Dans quelle mesure les dommages sont définis? Direct, indirect, consécutif, etc. Coordonnez-vous avec le service juridique. Agissez en fonction du contrat et de la loi applicable. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, nous pourrions faire un épisode à ce sujet, ou même mieux, une interview d'un professionnel des contrats spécifiquement pour les achats. Faites-le nous savoir dans les commentaires ou contactez-nous sur les réseaux sociaux. Et enfin, dernière question, Starfall Pilot. La montée des attaques cyber sur les chaînes d'appro où un acteur malveillant compromet un fournisseur unique, et grâce à cela, pirate un réseau de clients plus important et terrifiant. De mon point de vue, les achats, quelle est la meilleure façon d'identifier et de gérer ces fournisseurs à fort levier qui, s'ils sont compromis, pourraient créer un effet domino de violation? Vous avez raison, ces fournisseurs à fort levier représentent un risque massif et interconnecté. Donc la meilleure façon de les gérer est d'abord de les identifier. Cartographier qui a accès à quelles données et qui pourrait impacter vos opérations les plus critiques. Pour ces fournisseurs, appliquer une diligence raisonnable renforcée et élaborer un plan de redondance au cas où ils seraient compromis.
Dans des questions, merci d'avoir écouté cet épisode de questions-réponses. Nous reviendrons bientôt avec un épisode complet qui traitera d'un autre sujet et qui vous donnera matière à réflexion et à l'action. Ciao.